Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce vendredi 20 octobre 2023, en direct de nos studios de Douala. Allons d'abord en kiosque découvrir les principales manchettes de ce jour. La nouvelle expression qui s'intéresse à la crise anglophone, le fédéralisme pour sortir de la crise, c'est le titre majeur de la nouvelle expression. La proposition vient à nouveau d'être faite par des Camerounais de la diaspora réunis au sein de l'association CCFGA, basé à l'étranger. Vous aurez des détails sur ce qu'il propose relativement à la résolution de la crise anglophone en parcourant l'article en page 5 de la nouvelle expression. À la une du quotidien Le Jour, on évoque le SDF, les candidats à la présidence, titre le quotidien Le Jour. Joshua Ossis, Chewa Gelstel et Gordon Zama sont en course pour la succession du défunt Ni John Fundi à la tête du parti de la Balance. La convention élective est prévue les 27 et 28 octobre 2023 à Yaoundé. À la une du Forum libre de ce matin, titre foncier irrégulier en Bankolo Yaoundé, et Yébé Aïssi sanctionne ses collaborateurs, nous apprend l'hebdomadaire Forum libre à la suite du sinistre survenu sur le site de Bankolo à Yaoundé le 8 octobre 2023 et au terme des enquêtes prescrites par le MINCAF et menées par les services territorialement compétents. Il ressort du rapport établi que sur le corridor de la zone de Bankolo affecté par le sinistre, 2 titres fonciers ont été identifiés. Mais il se trouve que ces 2 titres fonciers avaient été établis sur la base d'éléments de fraude de la part de leurs demandeurs. Fraude qui a provoqué la faute de l'administration, celle-ci ayant procédé à l'établissement de ces 2 titres fonciers irréguliers en l'absence de vérification approfondie et exhaustive concernant la situation juridique des contours des sites sollicités. Fidèle à son habitude d'assainissement, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebaïssi, a suspendu hier, 19 octobre 2023, les fonctionnaires du corps du cadastre ayant participé à cette forfaiture pour manquement grave à l'éthique et à la déontologie de la fonction publique de l'État. Le nettoyage continue, précise le Forum libre. À la une de mutation, afin Bankolo encore, les sanctions tombent, titre mutation. 5 responsables en service au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, suspendus pour délivrance de titres fonciers irréguliers. Des détails en page 5 du journal Mutation. Le hebdomadaire Génération Libre s'intéresse à ce fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. La réponse salutaire du chef de l'État, titre hebdomadaire Génération Libre, pour marquer la volonté du président de la République Paul Biya à venir à la rescousse des jeunes entrepreneurs se recrutant parmi ceux de la diaspora. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, a procédé le 18 octobre 2023 à la signature des conventions de partenariat entre le département ministériel dont il a la charge et des institutions financières couplées à l'installation des responsables du projet de mise en œuvre du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs FOGA Jeunes. Des détails en pages 10 et 11 de Génération Libre. À la une de Cameroun Tribune, Cameroun-France, on reste en contact, titre le quotidien bilingue gouvernemental. Longuement reçu au palais de l'Unité hier par le président de la République Paul Biya, l'ambassadeur de France Thierry Marchand a discuté avec son hôte de la coopération bilatérale de la 44e conférence ministérielle de la francophonie qui se tient en novembre prochain à Yaoundé et de la situation au Proche-Orient. Tout ce qui se sont dit à lire en page 2 et 3 de Cameroun Tribune. On va sortir avec Eco-Santé Digital Health Hackathon, la 2e édition prévue du 15 au 16 novembre 2023, nous apprend le journal Eco-Santé. Voilà pour l'essentiel des parutions sélectionnées dans le cadre de cette émission. On accueille nos invités pour en parler. Panis Estral Photo, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour Georges Semé. Bonjour également à tous les millions de téléspectateurs qui suivent fidèlement ce programme, la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Avec nous pour décrypter l'actualité, Georges Semé. Bonjour Georges et bienvenue. Merci, bonjour à vous Achille, bonjour à mon copanéliste Panis Mistral que je retrouve avec grand plaisir en l'absence du traditionnel des lieux Aloïs Onana. Je salue tous ceux qui nous suivent sur le territoire camerounais. Ils sont des millions aujourd'hui. Et je salue également ceux qui nous écoutent depuis la diaspora, qui sont également très nombreux. Et ils sont très nombreux qui nous regardent du côté de la diaspora et aussi en Russie, parce que Aloïs Onana est du côté de la Russie pour y prendre par un sommet donc, dans le cadre de son journal. Allez, on va décrypter l'actualité tout de suite. On prend le premier sujet à la une
de la nouvelle expression de ce matin. Alors il y a cette association de la diaspora qui propose une solution de sortie des crises, une piste de sortie des crises, notamment le fédéralisme. C'est dans la coalition du groupe fédéraliste et activiste camerounais CCFGA qui propose le retour au fédéralisme. Comment par vous, Panis Israël Fotso, est-ce que vous pensez que justement ce fédéralisme-là que le Cameroun a connu d'ailleurs il y a plusieurs années peut être quand même une voie de sortie de cette crise anglophone? Il faut dire aux Camerounais que la crise anglophone qui a vu le jour en 2016 du côté de Bamenda à la suite des revendications corporatistes et les mouvements de contestation des enseignants et qui aujourd'hui date de moins 7 ans, a deux problèmes, est fondée sur deux véritables problèmes majeurs. Le problème de fédéralisme et on ne doit pas oublier le problème linguistique. Parce que beaucoup ne savent pas que le problème anglophone naît sur le plan linguistique. Parce qu'il faut le dire, entre 1916 et 1917, lorsque les Allemands qui avaient pris possession du Cameroun et qui contrôlaient ce territoire ont perdu la Première Guerre mondiale, étaient sur le point de perdre la Première Guerre mondiale. Le territoire leur a été arraché, ainsi que d'autres territoires qui étaient contrôlés par les Allemands. Et le Cameroun a été placé sous condominium franco-anglais. Donc les Anglais et les Français devaient désormais contrôler le territoire camerounais. Sauf que à partir de ce moment-là, le partage du territoire n'a pas été équitable. Il y a une infime partie qui a été octroyée aux anglophones et la grande partie aux francophones. C'est à partir de ce moment-là que naît véritablement le problème dit anglophone. Et en ce moment-là, sous mandat de la SDN, les Français et les Anglais ont donc pris, on a parlé de l'héritage franco-britannique. Et donc, à partir de 1945, avec l'ONU, le Cameroun est donc passé sous mandat de la SDN à un Cameroun sous tutelle de l'ONU. Et c'est à partir de cette période-là que le Cameroun anglophone accède à son indépendance. Après que le Cameroun francophone ait accédé à son indépendance le 1er janvier 1960. Le 1er octobre 1961, le Cameroun anglophone accède également à son indépendance. Et c'est pendant la même année qu'on a accédé qu'on a parlé du fédéralisme, que les deux États se sont fédérés pour former pour avoir un Cameroun fédéral. Donc, et après cela, les anglophones du Cameroun, on a parlé donc de Cameroun francophone, Cameroun anglophone qui se sont donc fédérés et on a assisté à un État fortement centralisé à Yaoundé. Et c'est là où les frustrations des anglophones ont commencé. Et toujours pendant la même année 1961, on a assisté à la conférence de Fumban où le président Amadou Ahidjo et Djongo Foncha ont été conviés à Bamenda à Fumban. La conférence de Fumban pour signer certains accords. Ces accords, Djongo Foncha a donc constaté que ces accords signés ont été biaisés. C'est donc à partir de ce moment-là que les frustrations des anglophones se sont accélérées, l'accroissement des frustrations du côté des anglophones. Donc aujourd'hui, on se rend compte, avec cette association, le groupe fédéraliste des activistes camerounais qui propose le retour au fédéralisme, il faut donc constater que les deux problèmes majeurs sur le plan linguistique et sur le plan politique avec le fédéralisme, si on résout ce problème, si on retourne à un véritable État fédéral, on va se rendre à l'évidence que les anglophones vont cesser de manifester leur frustration à travers ce qu'on connaît, à travers la guerre dans les deux régions anglophones, notamment à Bamenda et à Boya. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Georges Semé, vous pensez qu'il faut retourner au fédéralisme? Ça voudrait dire un État fédéral avec des États fédérés. Ça peut être deux États fédérés, ça peut être plusieurs également. Oui, d'abord peut-être faut-il... Parce qu'il faut préciser que la substance même de l'État fédéral, c'est que les États fédérés se gèrent de manière autonome. Parce que ce qu'on reproche aussi, c'est que c'est trop centralisé, comme disait Panis Israël Fotso, les pouvoirs sont centralisés du côté des Yaoundé. Alors là, vous rappelez les principes de l'État fédéral. Oui. Vous savez, c'est une notion politique assez compliquée. Vous l'avez dit également, le Cameroun a été à une certaine époque un État fédéral. Donc ça veut dire que ce n'est pas une nouveauté. De 1971, nous avons expérimenté cette forme de gouvernement. Avant la réunification. Bien évidemment. Donc les principes de la fédération sont tout à fait simples. Il y a
la superposition, l'autonomie et la participation. Ça veut dire qu'il y a une superposition entre les formes de pouvoir, il y a une autonomie que l'État fédéral confère aux États fédérés, mais pas tout. Bien évidemment, il y a une autonomie qui ne touche pas certains principes de souveraineté, comme la monnaie, la diplomatie, la défense, etc. Mais il y a quand même une sorte d'autonomie qui est conférée aux États fédérés. Mais il y a également la participation. Ça veut dire que les États fédérés devront participer à l'effort politique, à l'effort économique, au profit de l'État fédéral. Donc, ce n'est pas du tout une nouveauté. Et puis, pour revenir à la crise anglophone, je dirais que c'est une solution transactionnelle qui avait déjà été trouvée au plus fort de cette crise. Parce que d'un côté, on a le pouvoir central qui, lui, milite en faveur d'un État unitaire décentralisé, dont le statu quo, et des radicaux qui veulent la cession, la partition du Cameroun. Alors, au milieu, il y avait des modérés qui ont proposé cette voie transactionnelle entre ces deux éléments radicaux qui est celui du fédéralisme. Qu'on ait quand même un pouvoir à Yaoundé, bien que les États se gèrent. Bien évidemment. Alors il faut rappeler aux uns et aux autres que, comme je disais, le Cameroun était un État fédéral et on s'en est sorti pas mal. Mais aujourd'hui, l'expérience montre que la première puissance du monde, c'est quand même un État fédéral. La première puissance d'Afrique, c'est encore un État fédéral. Donc il n'y a pas de honte à devenir un État fédéral, ou alors il n'y a pas de monstruosité politique, économique à épouser ce système. Mais est-ce que, dans le contexte actuel du Cameroun, les éléments fondamentaux se prêtent à l'instauration d'un État fédéral? C'est là la question fondamentale et chacun est libre de se faire sa propre opinion. Dans les États plus démocratiques, on va vers le peuple, on organise un référendum et on pose la question de ce que, est-ce que vous voulez qu'on change de régime, qu'on passe d'un régime unitaire décentralisé à un État fédéral. Et je crois qu'à ce niveau, ça coince parce qu'il faut, une fois de plus, la volonté politique de ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir d'engager ce type de démarche. Alors, Pani, ce sera aussi la question du fédéralisme remise au goût du jour. C'est peut-être parce que aussi l'État unitaire décentralisé a montré ses limites. On a beaucoup parlé de la décentralisation. D'abord, qui a tardé à se mettre en place dans les textes. Maintenant, même dans l'application, même sur le terrain, ce n'est pas tout à fait cela. Est-ce que ce n'est pas aussi ceci qui explique le fait qu'on remette au goût du jour ce fédéralisme-là? Je pense que, comme vous l'avez d'ailleurs relevé, l'État décentralisé a montré ses limites. Donc, et les limites sont très perceptibles. On n'a qu'à regarder, à observer dans nos villes, même au niveau de nos mairies. Il n'y a pas de véritable prise de décision dans la faisabilité des travaux, dans la concrétisation des travaux sur le terrain. Donc, il va de soi que certains revendiquent le fédéralisme qui est une forme d'autonomie interne qui va permettre véritablement aux localités de pouvoir développer, de pouvoir se développer sans avoir forcément besoin d'avoir une autorisation venant de Yaoundé. Donc je pense que c'est une décision qui pour moi peut permettre véritablement aux anglophones qui se sentent frustrés, qui se sentent marginalisés, qui se sentent mis à l'écart, de pouvoir effectivement se sentir fiers de leur identité anglophone. Parce que effectivement, nous tous, nous le savons, lorsque pendant des années, les anglophones ont été véritablement frustrés dans ce pays. Donc, il faut peut-être qu'avec le concours du gouvernement, qu'on puisse avoir accès à ce fédéralisme-là qui pourrait sans doute leur permettre de se sentir fiers. Alors pour sortir, Georges Semé, en même temps qu'il faut trouver rapidement des solutions à la crise anglophone, est-ce qu'on peut donner un peu de temps encore au Cameroun pour mettre en place véritablement cette décentralisation qui est en route quand même depuis un moment, même si ça balbutie? Le pouvoir central a opté pour la décentralisation tous azimuts et chaque fois on nous fait quotidiennement les bilans de l'évolution de cette décentralisation. Et je crois qu'avec la loi du 24 décembre 2019 qui a renforcé cette décentralisation, les choses vont de plus en plus vite, même comme ce n'est pas selon les désidérata. Bien sûr, ça fait partie de cette loi-là. Même si ce n'est pas dans le sens des désidérata, d'abord des populations camerounaises en général, mais surtout celles des régions anglophones en particulier, parce qu'eux, ils voulaient autre chose. C'est vrai qu'il y a des solutions qui ont été apportées sur le plan administratif, avec
l'intégration des enseignants bilingues, avec la création d'une chambre de conciliateur, etc. Il y a des petits aménagements. Il y a un médiateur, c'est des mots extrêmement barbares, mais qui montrent quand même qu'il y a des avancées en termes administratifs. Mais les solutions sont plus profondes. La décentralisation ne suffira jamais à résoudre les revendications des deux régions anglophones. Il est vrai qu'on a organisé un grand dialogue national et il y a eu une batterie de mesures qui ont été prises. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que les éléments que j'ai cités font partie. Mais il y a une question fondamentale que Panis a citée tout à l'heure, c'est des frustrations. On a l'impression qu'il y a une frustration intrinsèque qui végète depuis des années au sein de ces deux régions anglophones au détriment de l'autre partie du territoire camerounais. Et c'est effectivement à ce niveau qu'il faut résoudre les problèmes. Il y a les problèmes économiques, il y a les problèmes de l'équité entre la gouvernance anglophone et la gouvernance francophone. Parce que là, à ce niveau également, on a l'impression qu'il y a un certain manque d'équité. Il y a d'autres problèmes que je ne citerai pas ici, mais il est très important qu'on réfléchisse à une autre forme de gouvernement qui va intégrer tous les désidératas des régions anglophones. C'est-à-dire qu'il faut réaménager la décentralisation. Il faut aller un peu plus loin que la décentralisation. Je ne veux pas être extrêmement positif comme Panis en disant qu'il faut aller au fédéralisme, mais je crois qu'on peut réaménager la décentralisation afin d'intégrer au moins la majorité des revendications qui ont été posées par les acteurs des régions anglophones. Je crois qu'en ce qui concerne la sécession, elle est un peu affaiblie. Ce n'est plus ce qu'on voyait en 2016 qui est aujourd'hui posé sur la table. Donc ça veut dire que certains ont mis de l'eau dans leur moulin et qu'aujourd'hui on peut arriver à une solution équitable afin de prendre en compte tout ce qui a été posé sur la table par les deux régions. Oui, Fanny, si vous voulez rajouter un mot, je vous ai vu. Oui, je voulais renchérir les propos de Georges Semé en disant qu'il fallait aussi mentionner l'équité linguistique. Parce que le problème linguistique est un problème fondamental. Et c'est même cela, en 2016, qui a été observé du côté de Bamenda. Les anglophones réclamaient la traduction des textes OHADA dans les tribunaux. On s'est rendu à l'évidence ce qui a été fait, justement. Donc, et même la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, c'était également, entre autres décisions qui concouraient à apporter des solutions à ces revendications anglophones. Sauf qu'aujourd'hui, il faut véritablement essayer d'équilibrer les formations dans nos écoles, qu'on ne parle plus, parce que effectivement les anglophones ont réclamé, ils sont insurgés contre le fait qu'on affecte dans les zones anglophones les enseignants francophones qui partent enseigner en français dans les zones anglophones. Ça a été une grave frustration du côté et il faut même dire, je ne sais pas si ça a été une politique contrôlée, parce qu'effectivement, il faut le déplorer, il faut dénoncer pour le déplorer que plusieurs francophones aujourd'hui ne sont pas bilingues parce que cela a été, je ne sais pas comment, cela a été programmé dans l'éducation. Il faut le dire, vous-même vous le savez. L'élève partait du primaire pour le secondaire sans avoir un jour fait un cours d'anglais dans ce pays. Et lorsqu'il arrive même en 6e, on affecte un enseignant d'allemand et on demande à l'enseignant d'allemand d'enseigner aussi l'anglais. Il enseigne l'anglais par moment et parfois même l'élève se retrouve à compter le nombre de cours d'anglais qu'il a déjà fait entre la 6e et la 3e. Ce qui ne favorise pas le bilinguisme évidemment dans notre pays. Mais il faut dire que les décisions ont été prises. Aujourd'hui, on se rend bien à l'évidence que l'anglais est presque au même pied d'égalité que le français dans l'enseignement au Cameroun. Voilà donc qui est dit retrouver cette solution proposée par la coalition du groupe fédéraliste et activiste camerounais, donc dans les colonnes de la Nouvelle Expression, qui propose le fédéralisme pour sortir de la crise anglophone. On va parler d'un autre sujet. Reparlons de ce drame de Banco d'il y a quelques jours qui a causé dans la mort de plusieurs personnes, des centaines de familles déplacées. Il y a le Forum Libre qui nous apprend ce matin qu'il y a des sanctions donc, qui ont été infligées à ces personnes-là, notamment ces responsables du MINCAF, ministère du Domaine, cadastre des affaires foncières, dans leur service décentralisé. Je commence par vous, Georges
Georges Semer, il y a des journaux qui ont titré en semaine un autre drame, le drame de Bankolo, celui des titres fonciers frauduleux accordés comme ça à ces populations qui sont installées dans ce périmètre-là dangereux justement pour leur vie. On va dire qu'au regard de l'actualité, c'est quand même des sanctions exemplaires et qui appellent à d'autres parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres cas comme ça au Cameroun. Alors, pour moi, ce sont des sanctions. Est-ce que ce sont des sanctions exemplaires? Je ne pense pas parce que le ministre aurait pu procéder autrement. C'est quand même allé très vite aussi. C'est allé vite parce que le Premier ministre a donné des instructions. Voilà, le Premier ministre a donné des instructions pour qu'il y ait une enquête. L'enquête allait très rapidement et les sanctions ont suivi. Mais je pense que l'administration aurait pu procéder autrement. C'est-à-dire effectuer des contrôles a posteriori. Alors, l'histoire nous dit que l'administration s'est fait tromper par le demandeur d'un titre foncier qui a utilisé des manœuvres dolosies pour avoir ce titre foncier. Est-ce que l'administration n'aurait pas pu procéder autrement? Bien sûr. En procédant à des enquêtes topographiques, tout simplement. Au lieu que d'attendre que le drame se produise, et maintenant, en dirigeant une enquête, comme vient nous dire, il suffit juste de faire son travail et on va éviter ce type de drame. Bon, quand on regarde les classements de la CONAC, on se rend quand même compte que le ministère, le domaine du cadastre des affaires foncières fait partie de l'un des ministères qui affiche un fort taux de corruption. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je n'ai pas tous les éléments qui me permettent de le dire sur ce dossier de Bankolo, mais je crois quand même que l'administration à ce niveau a failli en exerçant une enquête a posteriori au lieu de le faire a priori. Et encore, fallait-il que c'est le Premier ministre qui demande de le faire. Donc, la question foncière est une question assez préoccupante dans notre pays. Le cas de Bankolo n'est que l'arbre qui cache la forêt. On en trouve à Douala, où nous sommes. C'est quasiment le pain quotidien, les litiges fonciers devant les tribunaux. Et je pense que pour finalement utiliser votre mot, sanction exemplaire, je pense qu'avec cette sanction qui vient d'être prise, certains vont tremper dans leur bureau. Ils vont comprendre qu'actuellement, il y a un fait générateur qui concourt à ce qu'on ne trempe plus, soit dans la facilité de l'administration ou alors dans la corruption pour nous conduire à ce type de drame ou de conflit qu'on voit aujourd'hui dans les tribunaux. Donc, l'administration gagnerait à être plus sérieuse, à faire son travail comme il le faut. Et quand on concentre cette affaire au niveau du ministère, je ne pense pas parce qu'il s'agit d'une chaîne. Il faut partir de la base. D'abord, il y a les élites qu'il faut interroger. Il y a les autorités traditionnelles qui, lorsque ce type de transaction se déroule, sont forcément informées. Je ne dirais pas complices, ils sont informés au moins. Et maintenant, on peut remonter jusqu'au ministère. Donc, chacun devrait faire son travail selon qu'il occupe une place dans ce maillon de la chaîne. Je le répète, toute la gangrène n'est pas seulement au niveau du ministère. Il faut remonter la chaîne afin de sanctionner toutes ces composantes qui ont conduit au drame de Bankolo. Vous faites bien de parler de la chaîne parce que je vais rappeler pour la gouverne de nos téléspectateurs, ces deux sanctions sont tombées le 19 octobre 2023. La première décision concerne justement deux agents publics qui sont spécialistes des travaux publics. Et puis la deuxième, justement, sanction des personnes des services de santé. Il y a même les topographes. Il y a même les topographes, etc. Donc c'est une chaîne bien huilée, on va le dire ainsi. Panis Fosso, comment vous avez accueilli ces sanctions du ministre Yeba ici? Ça rentre dans les commissions d'enquête qui s'ouvrent chaque fois au Cameroun. C'est vrai que pour le cas précis, on a parlé de sanctions. Il faut le dire, depuis des années au Cameroun, on attend qu'il y ait des drames. On attend que des situations se posent pour qu'on nous parle des enquêtes qui sont ouvertes. Et notons qu'en 2016, le 21 octobre, si j'ai souvenance, lorsqu'il y a eu catastrophe à Ezeka, on nous a parlé de commission d'enquête. Je vais prendre le cas de l'éboulement de Ngouaché. Des enquêtes se sont ouvertes. On a eu des effondrements d'immeubles comme cela a été le cas à Mobi-Guinness dans l'arrondissement de Douala 5e. Toujours des enquêtes qui s'ouvrent, toujours le gouvernement qui fait la descente sur le terrain. On se demande bien où sont-ils. Où sont-ils en temps normal? En temps normal, ils sont où? Parce qu'on a vu le ministre de l'administration territoriale faire la descente du côté de Bankolo en brandissant le torse pour annoncer les matelas offerts par le chef de l'État qui devait aider la population. Est-ce que c'est de ça que la population avait besoin à Bankolo? Parce que moi, dans mes enquêtes,
J'ai appris qu'il y a un jeune du côté de Bankolo qui avait bombé le torse en disant qu'il a acheté un terrain à 200 000 francs. Est-ce que ce genre de comportement, est-ce que ce genre de catastrophe ou bien de situation grave ne relève pas également de nos citoyens? Il faut également éduquer la population. Il faut faire comprendre aux populations qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir le terrain. Il faut leur dire ça. On n'est pas toujours obligé d'avoir le terrain. Parce que lorsque un jeune quitte son village, arrive à Douala ou à Yaoundé, parfois il se dit que sa plus grande réussite, c'est de s'acheter le terrain, quel que soit le lieu, ou bien, je ne sais pas, que peu importe la qualité de terrain, il faut qu'il soit là, dès qu'il a recasé, dès qu'il s'est offert, dès qu'il a pu construire une petite maison pour recaser sa petite famille, pour lui, il a réussi. Il ne cherche même pas à analyser comment est-ce que le terrain est faisable. Parce qu'on ne doit pas chaque fois toujours tirer sur l'administration. Tirons sur nous-mêmes. Parce que ce comportement relève de nous-mêmes à la base. C'est vrai qu'on a parlé des actes frauduleux qui sont posés du côté du ministère et il y a eu des sanctions. Mais parlons également de nous-mêmes. Il ne faut pas toujours dire qu'on doit avoir le terrain. Si on n'a pas assez de moyens pour avoir un terrain fiable, viabilisé, on doit rester en location. On n'est pas obligé d'avoir le terrain. Vraiment, c'est terrible. Parce que même ici à Douala, il y a des zones à Douala 3e, là, j'en connais, où on arrive, on voit des gens qui ont construit des maisons. Tu te demandes si le lendemain matin, si je vous dis parce qu'on est prêt, je suis prêt à vous y amener tout de suite. On se demande si le lendemain matin, ces gens ne seront pas aussi victimes de l'éboulement. D'accord, les responsabilités sont donc partagées, peut-être. Oui, vous avez dit quelque chose de pertinent. Oui, rapidement. Oui, le gouvernement n'est pas toujours le seul responsable. On en a discuté, je crois, vendredi passé, où il fallait établir de façon co-partager les responsabilités. Actuellement, on parle effectivement, il y a des gens qui construisent sur des zones non constructibles. Et c'est bien marqué. Alors, ça rappelle 3 problèmes. Celui de la corruption, celui du laxisme et celui de la tolérance administrative. Lorsqu'on résoudra ces 3 problèmes, je pense qu'on n'arrivera plus à ce type de défiance que l'on a observé du côté de Bankolo. Les détails donc sur les sanctions du ministre Ici Ali dans le Forum libre ou encore dans la mutation de ce jour, on va parler politique. Cher monsieur, avec le Social Democratic Front qui nous entend la perche avec l'élection à la succession donc de Nidjon Froudi qui arrive très vite, c'est le 27 et 28 octobre 2023 à Yaoundé. Alors il y a 3 candidats qu'on peut voir à la une du quotidien Le Jour. Joshua aussi, Shewa Gestel et Gordon Zama qui ont fait acte de candidature ces dernières semaines. Je commence par vous. On va peut-être scruter, c'est pas peut-être le programme ou alors ce qu'ils veulent apporter à la tête de cette partie-là. Est-ce que vous avez peut-être un commentaire d'analyse particulière de ces 3 candidatures? Alors, mon premier commentaire, c'est qu'il y a un qui est plus connu que les autres. C'est vrai que les deux autres, les 2 challengers, de Joshua aussi, qui est le plus connu, se revendiquent quand même des états de service du côté de la région, des 2 régions anglophones de notre pays, mais ils font quand même office de poids plume, de poids léger par rapport à Joshua aussi, qui est, je vais dire, l'héritier putatif du chairman, qui occupe actuellement les fonctions de premier vice-président du SDF et qui également ne peut pas dire qu'il a un mauvais bilan du côté des régions anglophones en plus, parce que l'élection ne se passe pas seulement là-bas, ça se passe sur tout le territoire national où le SDF est représenté. Donc, il y a un poids lourd qui est recherché et il y a 2 autres candidats qui viendront challenger. C'est ça mon premier commentaire. Mais il y a une autre inconnue. Il faut quand même intégrer, c'est que, pardon, au SDF, il y a des batailles. Il y a le clan qui est conduit par Ninche et qui n'affiche pas toujours un sourire quand il voit le candidat Joshua. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont le punir en allant voter les 2 autres candidats? Là, c'est une inconnue, mais tout porte quand même à croire que ce ne sera pas très facile pour Joshua. Il faudra combattre non seulement ces 2 challengers, mais également compter avec ce front anti-Joshua qui est conduit aujourd'hui par la faction Ninja. Parmi ce sera Fosso, Joshua aussi, Gordon Zama, Zestel Chewa. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura match? Pour moi, c'est un non-événement. On peut mettre un peu de suspense dans cette élection-là. Pour moi, c'est un non-événement. Je suis désolé. Pourquoi? Le SDF, depuis quelques années, vit un malaise très très profond.
Et parlant du congrès qui va se tenir entre le 27 et le 28 octobre, le 28 de ce mois, il faut dire que John Fruidi, de regretter mémoire, a tout arrangé avant de mourir. Il a choisi son successeur. Il a tout fait pour que rien n'empêche à son successeur de le remplacer. On a parlé de l'upécisation du SDF. En interne, au sein du SDF, il y a eu une division qui a été visible par tous les Camerounais. Et donc, John Fruidi, pendant de son vivant, avait déjà montré aux yeux de tous les militants du SDF que voici celui qui va me succéder. On peut même dire, entre guillemets, que le SDF avait déjà été vendu. Parce que, voyez-vous... Il y aura quand même une élection. Il y aura une élection, mais c'est ce qu'on connaît depuis 1992. Je pense qu'entre les élections qu'on connaît au Cameroun et le congrès qui va se tenir entre le 27 et le 28, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Rien ne va se passer. Parce que le G27 a été écarté. De son vivant, John Fruidi, avec la complicité de Joshua, on tout fait pour mettre à l'écart ceux qui peuvent être des challengers de Joshua aussi. C'est perceptible, c'est visible. Donc pour moi, il n'y aura rien du tout. Donc je sais qui sera remplaçant de John Fruidi au soir de ce congrès. Pour moi, c'est un nom d'événement. C'est Joshua aussi. C'est un nom d'événement. Je n'ai prononcé personne, mais je sais que au soir de ce congrès, rien ne va surprendre personne. Mais Georges, rapidement, est-ce que c'est pas justement ce contexte-là qui peut quand même laisser croire qu'il peut avoir un suspense, parce qu'il y a de la tension dans l'air, comme vous l'avez dit. Il y a on peut convoquer, on ne va pas, les partisans de Joshua ne vont pas en vouloir, parce qu'il a été quand même à la tête de ce parti lors de la dernière présidentielle, donc c'est ce que ça a donné. Est-ce que ce n'est pas des ingrédients quand même qu'il faut prendre en compte? Joshua aussi, ça est sorti en 2018 avec 6%, je crois, péniblement 6%. C'était quatrième quand même. Effectivement, mais bon, au sein du SDF maintenant, c'est une autre paire de manches. Et tout à l'heure, j'ai levé l'équivoque de la faction Nietzsche, qui ne va pas dérouler un tapis rouge à M. Joshua. Il y aura certainement, avec leur stratégie qu'ils connaissent, saper complètement la candidature de Joshua et la campagne qu'il va mener pour avoir des voix favorables au sein du SIA. Donc je pense que c'est de bonne guerre, c'est une élection qui est pour moi ouverte, et même comme les tendances se prêtent aujourd'hui en faveur de Joshua, qui va en tant que premier vice-président et qui a toujours été dans l'ombre de Joshua. Peut-être c'est ce qui fait dire à Panis, de John Fruidi, et c'est peut-être ça qui a fait dire à Panis que il a été positionné comme étant l'héritier putatif de John Fruidi. Mais rappelons quand même qu'il y a une élection où des gens ont déposé 7 millions de francs CFA de caution, et que ce sera de bonne guerre, ce ne sera pas un plébiscite, ce sera démocratique. Et un autre grave problème, c'est au niveau de ce taux-là, 7 millions. En dehors d'avoir écarté Nietzsche et son clan, il y a aussi ce taux qui est très élevé, qui empêche aux autres de candidater. C'est un élément très pertinent. D'accord. Peut-être vous voulez chuter. Non, je sors de cela. Okay. Je sors de cela. Donc c'est bon. On souhaite bonne chance à tous les candidats et les challengers de M. Joshua qui n'aillent pas en victime résiliée. Il s'agit d'un jeu démocratique et chacun peut jouer sa partition, et surtout que, comme on le sait, je le disais ici là tout à l'heure, il y a la frange de Nietzsche qui certainement va se faire également entendre. Et que ceux qui aiment le parti ne se fassent pas corrompre. D'accord. Rendez-vous le 27 et 28 octobre 2023 à Yaoundé. Voilà, sortons rapidement en une minute chacun qu'on évoque un peu ce sujet Cameroun-France, parce que le titre de Cameroun Tribune quand même nous a un peu amusé. Cameroun-France, on reste en contact. Georges Semé, on connaît un peu le contexte aujourd'hui avec ces pays, la France, etc., un peu vomi par les pays africains. Paul Biya a multiplié des partenariats avec les autres. Et on dit quand même qu'on reste en contact, on n'a pas oublié nos amis français. Non, du tout. Le Cameroun a été sous tutelle française pendant longtemps, et nous parlons en français. Donc ça veut dire que sur tous les plans, les rapports, voire les contacts entre le Cameroun et la France sont encore existants, sur le plan économique, sur le plan politique, et même quelquefois sur le plan sportif. Donc la venue du nouvel ambassadeur en audience au Palais de l'Unité n'est que la continuité de ces relations qui, vous le savez, interviennent au lendemain de la visite
d'Emmanuel Macron au Cameroun il y a quelques mois, un peu plus d'1 an. Mais surtout, ça annonce l'arrivée du ministre des Affaires étrangères de la France pour un autre important événement. Mais cette audience a permis aux deux parties de révisiter un tout petit peu l'état des relations diplomatiques entre le Cameroun et la France, qui, comme vous l'avez signalé, intervient dans un contexte particulier, surtout en Afrique de l'Ouest, où on voit où la France est rejeté de par sa politique et de par certains de ses contrats économiques. Mais en Afrique centrale, ce n'est pas encore ça. Et l'audience accordée par le président Paul Biya hier à Thierry Marchand prouve quand même que la France a encore des pieds solides en Afrique centrale et au Cameroun. 30 secondes, Panis Issa Fosso. La France est rassurée quand même. Oui, la France se bat autant que faire se peut pour ne pas mourir complètement. La France se bat les ailes pour ne pas atterrir et dire que c'est fini pour moi en Afrique. Donc, je les encourage, mais sans toutefois oublier que ça ne va pas empêcher au président de la République de se lever le lendemain. Si le président Poutine lui fait appel à lui, il va y aller et ça ne doit pas nous empêcher de jouer le match des amis avec la Russie. Ça ne doit pas nous empêcher d'aller vers d'autres horizons. Merci Panis Issa Fosso, merci Georges Semé d'être venu décrypter l'actualité avec nous, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis encore cette semaine. Vous avez été nombreux à nous suivre de lundi à ce jour, vendredi. On va dire merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Le Doponnet, Gabon Tuissac, Derek Simzi, Innocent Abega, Dallas Tiana et Ebos Fongo à la réalisation. Rendez-vous juste après nous avec l'équipe du 10-12, le Zénith. Bon week-end.